Donc je viens effectivement de la région de Sierre, en Valais, qui est située environ à 2 heures d'ici. Brièvement, donc, on va vous présenter la région, quels sont les rôles et objectifs de l'Office. Là, on va passer vraiment très vite parce que ça se regroupe avec toutes les présentations qu'il y a eu ce matin. Quelques exemples de réalisation et puis un petit peu notre ambition. Au niveau de la présentation, donc on se situe au centre du Valais. On est exactement à la frontière linguistique entre le français et l'allemand. C'est un avantage pour nous. On se situe dans la plaine du Rhône, vous avez vu la photo tout à l'heure, une région qui est bien définie. Je représente une ville de 16 000 habitants, avec un district de 50 000 habitants. Et si on reprend la présentation de ce matin, on pourrait dire que je suis Laval et qu'on a des stations de montagne qui sont là. Depuis 2001, ce que j'ai compris ce matin, l'Intercom, nous l'avons déjà appliqué entre 9 communes qui collaborent pour leur promotion externe sur un modèle de destination management. Le Valais, je n'ai pas besoin de vous présenter exactement où ça se situe. On est vraiment au centre du canton. Je vous ai mis quelques exemples là, de présentation de la région. Vous comprendrez bien qu'on a cette plaine du Rhône avec les montagnes de chaque côté. Et je représente effectivement ici plutôt la ville que la montagne. Notre produit fort, c'est tout ce qui est en rapport avec le vin. Notre ville est entourée de vignobles. Le vignoble rentre dans la ville concrètement. Vous le voyez bien ici sur l'illustration, c'est un des produits très forts de notre région. Évidemment, tout ce qui est en rapport avec les produits du terroir également, en toute logique. Au niveau des rôles et objectifs, très simplement, accueillir, informer et proposer, imaginer, promouvoir et différencier, c'est un point qui me paraît très important, animer, créer et fédérer. Au niveau des exemples, en rapport avec cela, nous sommes l'un des seuls offices du tourisme à être ouvert 7 jours sur 7, toute l'année, avec Zermatt. C'est relativement rare chez nous et on est capable de répondre dans 8 langues différentes. Notre positionnement dans le futur est relativement clair, c'est Sierre, capitale suisse du vin. Pourquoi? Parce que nous avons la chance d'avoir beaucoup de partenaires et de prestataires intéressants. On a environ 1000 propriétaires sur la région. Notre point fort est également des événements, évidemment. Plusieurs événements qui accueillent plus de 100 000 personnes durant l'année, avec un budget total estimé à 7 millions de francs suisses. Et notre ville, au niveau de la politique touristique, elle est intersectorielle, évidemment. On regroupe le tourisme, mais aussi tout ce qui est en rapport avec l'industrie, les transporteurs, l'hébergement, etc. Pour nous, l'objectif il est très simple, c'est rendre la politique touristique tangible pour les partenaires, faire exister l'appellation Sierre capitale suisse du vin, élargir les collaborations encore. On a plusieurs villes dans le Valais qui collaborent déjà. Et puis développer les collaborations intersectorielles, c'est notre objectif. Alors, merci pour votre attention, je ne vais pas aller plus loin et puis retrouvez-nous sur tous les supports de communication. D'accord, merci Vincent. Et pour les questions après, on fait une présentation d'abord. Alors, beaucoup de choses ont été dites ce matin avec Zermatt, puisqu'on se retrouve beaucoup sur beaucoup de points, parce qu'on fait aussi de la promotion, comme le disait Marc ce matin, dans le cadre de Vesselvial, dans 5 pays, 12 stations. C'est intéressant, c'est cette notion de coopération, notamment à l'international. Juste pour nos collègues suisses, puisqu'on a vu que le modèle suisse par rapport à notre modèle français est clairement différent. Nous, notre comité de direction, donc l'Office du tourisme de Megève, c'est un EPIC. Donc, le comité de direction compte 45 membres titulaires et suppléants. Donc, on a vu vos délégués et puis votre comité de 6 ou 7. 45 en moyenne, on a les titulaires qui sont présents, quelques suppléants qui sont aussi présents autour de la table. Donc, on est en moyenne une trentaine de personnes au comité de direction et on se réunit entre 8 et 10 fois par an. Donc, ce qui représente un comité par mois. L'intérêt, c'est que tout le monde a l'information en même temps, au même niveau, et on fait valider s'il y a des actions en amont, de façon à pouvoir fédérer au maximum. Puisqu'autour de la table, on a évidemment beaucoup d'élus et beaucoup de socioprofessionnels. Donc on retrouve dans les catégories exactement les mêmes catégories, que ce soit les commerçants, les hôteliers, les écoles de ski, les écoles de guide, mécanique, les loueurs en meublé, le comité des fêtes et autres. Donc pour l'équipe de Megève Tourisme, c'est 22 salariés à l'année et on a des renforts sur la saison, ce qui représente une équipe de 30 personnes. Les missions, donc on se retrouve sur les mêmes missions, avec aussi la gestion de la marque au niveau de la marque Megève, plus la commercialisation, la promotion, puisque
que vous appelez en Suisse le marketing et avec la promotion, la communication et la presse. Une des démarches qui nous permet énormément de fédérer, c'est les démarches qualité. Alors les démarches n'ont pas uniquement comme intérêt d'être labellisées, mais surtout comme outil de pilotage. Donc là aussi, une grande différence puisque nous, les offices de tourisme, sont classés et c'est important en termes d'équipe, mais c'est aussi et surtout important pour les communes qui sont classées stations de tourisme puisqu'elles doivent avoir un office de tourisme placé en catégorie 1. Donc une démarche qui est longue, mais qui a un but en sortie des offices de tourisme. Donc des labellisations, on a la partie qualité, c'est-à-dire que le principe de ces labels, ça permet de fédérer, comme je disais, c'est un outil de gouvernance. Ça doit être d'abord et avant tout une volonté pas uniquement politique, mais aussi de nos partenaires privés, et de pouvoir avoir des termes fédérateurs. Donc évidemment la qualité, on va le voir, l'environnement et la famille sont les trois axes forts de nous à Megève. Donc nous sommes office de tourisme en termes de qualité. Nous sommes aussi donc sur ISO 14001, donc l'office de tourisme est inscrit à la norme ISO 14001 de la certification. Et aussi le label Famille Plus, donc label Famille Plus qui est un label français, donc qui a aussi un intérêt fort puisque ça doit être d'abord et avant tout une volonté politique donc de fédérer. Par contre, c'est les offices de tourisme qui pilotent ces réunions. Très rapidement par rapport à l'exemple de Megève sur le thème d'aujourd'hui, sur comment développer les relations entre les acteurs d'un territoire. Donc on l'a vu au travers de la structure, puisque le politique et les sociopros sont autour de la table pour prendre les décisions. On l'a vu sur le modèle qui vous a été présenté de Zermatt, le politique est très peu autour de la table. Alors c'est un avantage, c'est des inconvénients. Pour moi aujourd'hui, le fait d'avoir un soutien politique, ce n'est pas uniquement du soutien financier, mais c'est des soutiens aussi des élus au projet qu'on peut mener de A à Z. On a systématiquement des élus qui sont à nos côtés au quotidien. Et ça, c'est vrai qu'on le voit en termes d'avancée de projet. Ça peut aller plus vite dans le cadre de projets structurants. Évidemment, le comité de direction, la diffusion de l'information, donc ça, tous les offices le font, puisque c'est la base de notre métier, de diffuser l'information à nos partenaires. Je pense que la grande... donc pour ça, les nouvelles technologies, on en parlera cet après-midi, mais je crois qu'on est tous aujourd'hui beaucoup sur ces nouvelles technologies. La grande différence pour nous, c'est surtout la remontée de l'information. C'est-à-dire qu'en règle générale, dans les offices, on sait partager l'information. C'est beaucoup plus dur de pouvoir la récupérer. Donc au travers de réunions, ça on le fait tous. Ce que nous, on a mis en place de différenciants, ça va être la tournée des commerçants. Donc on a une personne de l'office du tourisme qui fait la tournée de tous nos commerçants pour apporter l'information de l'office du tourisme, mais surtout pour faire remonter l'information. On a mis en place depuis 2000 aussi une structure d'ambassadeurs qui sont sur les pistes, dans le village, sur les événements, qui ont des fiches techniques et qui permettent de faire remonter l'information auprès de l'office du tourisme. Donc pas attendre d'avoir la démarche de venir à l'office pour faire part de ce que j'aime ou de ce que je n'aime pas, mais avoir cette remontée régulière au quotidien, ce qui nous permet évidemment d'être beaucoup plus réactifs. Et puis en tant que directrice d'office, je fais partie aussi, je suis membre du comité du golf, puisqu'on a un golf 18-3 Megève qui est important en termes d'activité d'été. Donc c'est important qu'on puisse effectivement échanger. Je suis aussi membre du comité du club des sports et puis membre des commerçants. Donc toutes ces réunions nous permettent évidemment d'être vraiment en synergie lors des prises de décision. Voilà, et puis on a en plus au sein de l'office de tourisme un responsable, un coordinateur qui permet justement la mise en œuvre des actions entre les différentes structures. Juste quelques points qu'on aura certainement l'occasion de rediscuter après, mais le pourquoi développer ces relations, donc je pense qu'on est d'accord pour la meilleure compréhension du fonctionnement. La notion de qualité, vous avez vu que nous on a en termes de démarche, c'est évidemment un des points forts, parce que quand on a des comités de pilotage, c'est ce qui nous permet justement de pouvoir ensuite avoir ces réunions, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et comment on peut avoir un plan d'action collectif après chaque saison. La mobilisation des acteurs autour des projets, évidemment, et puis développer les synergies, ça c'est le pourquoi. Je voudrais juste rappeler quelques freins qui ont été soulevés ce matin, les difficultés à intégrer les contraintes et les directives des autres structures. Je crois que ça a été légèrement abordé par nos collègues de Zermatt. La notion de temps, je pense que celle-ci aussi, elle est importante dans ces échanges. On a parlé des indicateurs communs. Je crois que ça, c'est vrai, le vrai défi de demain, c'est comment arriver à avoir des indicateurs, pas uniquement de fréquentation,
pas uniquement à l'Office du tourisme, mais que tous les acteurs puissent s'approprier. Et je suis persuadée que si on avait des indicateurs communs, on serait beaucoup plus proches les uns des autres. Et puis évidemment une stratégie partagée, ce n'est pas forcément toujours le cas malheureusement. La place, elle évidemment, pour moi, elle est indispensable et forte. Je voudrais juste rappeler le pourquoi, puisque l'Office a une forte connaissance des personnes et des structures. Je crois que cette notion de connaissance, c'est bien les offices qui l'ont aujourd'hui. Je pense que mes collègues directeurs d'autres offices ne vont pas me contredire sur ce point. Un savoir-faire particulier du travail en réseau, je crois que ça aussi c'est une des différences des offices, du travail en coopération et du travailler ensemble. Je pense que c'est la force de tous les offices de tourisme. Et voilà, donc, ça a été un rôle important dans le pilotage. Merci. Alors qui est une région beaucoup plus petite, qui n'a pas les prétentions d'un Zermatt ou d'un Megève, mais qui doit s'inscrire dans le paysage touristique de Suisse et qui fait tout pour, en tout cas depuis 2009. La région du Verdon-les-Bains, c'est une région jurassienne. Elle bénéficie du tourisme d'affaires et du tourisme de villégiature. Donc pour moi, je ne fais pas du tout la différence entre les deux formes de tourisme. Et puis, elle couvre un district qui intègre 75 000 à 75 000, pardon pour les Français, 75 000 habitants, 72 communes. Et puis, nous avons 32 hôtels, 10 campings, 65 bed and breakfast et appartements de vacances, 16 sites touristiques. Et donc à peu près 200 000 nuitées si on compte le fait que pour les bed and breakfast, donc pour les appartements de vacances, nous n'avons aucune statistique en Suisse qui permet de comptabiliser les nuitées et les retombées de ces hébergements. Alors 200 000 nuitées, ça concerne les campings et les hôtels. Nous avons 16 sites touristiques, dont le centre thermal du Verdon-les-Bains qui fait 230 000 nuitées, château de Grandson qui fait dans les 60 000 entrées, les grottes de Valor par exemple avec 63 000 entrées, donc des petits sites mais qui malgré tout mis ensemble peuvent jouer la synergie entre eux et en tout cas un certain nombre d'entrées potentielles et puis existantes sur la région. Et j'ai donc sous ma direction 7 offices du tourisme, 7 antennes touristiques qui sont réparties dans les sous-régions, dont une qui gère le domaine skiable de Sainte-Croix-les-Races, domaine skiable qui se situe entre 1200 et 1600 mètres d'altitude et qui, comme station jurassienne, est spécialisée dans le ski de fond, raquettes et aussi un petit peu de alpin. Alors en 2009, on m'avait demandé de régionaliser ces 7 offices du tourisme et j'ai décidé, c'est assez nouveau en tout cas pour la structure suisse, j'avais proposé de mettre ces 7 offices du tourisme, de les intégrer à l'association de développement économique du district. Et pourquoi? C'était parce que nous bénéficions en Suisse d'une loi d'appui au développement économique et pour que des projets infrastructurels, des projets touristiques puissent bénéficier d'appui et d'apports économiques, d'apports financiers venant du canton, il fallait que nous donnions une certaine légitimité régionale à ces 7 offices du tourisme. Donc on s'est rattaché au sein de l'association de développement économique et nous jouerons là un rôle vraiment économique et de soutien au développement économico-touristique. Donc depuis que je suis en place, on a défendu plusieurs projets et on a obtenu déjà pour nos prestataires quelques millions de francs suisses pour le développement de projets. Donc, nous avons intégré le financement aussi et les collaborateurs dans ce fonctionnement. Alors, j'ai commencé la régionalisation par un inventaire de tous nos prestataires, par un inventaire de tous nos sites, par une mise en place d'indicateurs de ceux que l'on avait, parce que malheureusement, effectivement, on manque d'indicateurs,
Et puis nous travaillons actuellement au positionnement de la région, un positionnement consensuel, et ce n'est pas chose facile, comme on l'a vu ce matin avec Zermatt. Nous travaillons à des projets qui sont importants, qui sont la Via Salina, qui est un projet Interreg, et le projet de développement d'une filière des truffes, puisqu'il y a aussi des truffes de Bourgogne en Suisse et au pied du Jura. Et nous travaillons également à la réflexion du financement par la taxe de séjour et par d'autres moyens, donc une augmentation du financement de notre structure touristique qui gère actuellement un budget de 1,6 million francs suisses. Et là où on trouve vraiment des effets de levier, comme petite région, c'est en travaillant avec des partenariats, et les partenariats du canton de Vaud, duquel nous dépendons, mais également le partenariat avec une région voisine qui s'appelle Jura-Trois-Lacs, qui est une région en devenir en Suisse, qui est une région essentiellement jurassienne, avec laquelle nous avons conclu, également avec le soutien financier du canton, un partenariat important. Alors nos difficultés, c'est effectivement, ou nos missions, c'est effectivement de convaincre, et là on voit qu'on a un job de tous les jours de convaincre les prestataires et les élus. Disons, la gestion du temps est difficile. J'avais cru au début qu'en une année, j'aurais régionalisé et mis en place les structures, et je m'aperçois après 5 ans que j'ai mis quelques petites pierres et qu'il faut encore continuer. Et pour moi, le rôle des offices du tourisme, c'est vraiment un rôle de facilitateur vis-à-vis des prestataires et vis-à-vis de leurs cotisants et de leurs bailleurs de fonds. Voilà, merci beaucoup. Donc je vais prendre le contre-pied. J'ai préparé un truc qui n'a rien à voir. Donc Pierre, rugbyman, ex-BRL Aventure Extrême, papa de hockeyeur, et qui jouait le contre dimanche, et puis surtout passionné par la dynamique des groupes. Directeur d'un office de tourisme qui rentre dans la catégorie dinosaure, c'est-à-dire un office de tourisme associatif, communal, qui aujourd'hui devient quelque chose de particulier, et qui dans le temps va devenir de plus en plus rare. C'est pour ça qu'on a mis un mec de 103 kg pour défendre l'humour. Un seul savoir-faire, c'est de le faire ensemble, et avec l'humour. Toujours. Ça permet de cacher un certain nombre de... Donc Salanches, c'est une ville de 17 000 habitants. Pour certains, vous êtes passé, vous l'avez traversé. Pour d'autres, vous ne savez pas que ça existe si vous arrivez de l'autre côté. Bref, on est dans le pays du Mont Blanc. Au cœur du pays du Mont Blanc, on est entouré par de magnifiques stations qui sont des fers de lance sur le tourisme international. On écoute avec grand plaisir et puis toujours beaucoup d'étonnement l'ensemble de leurs contraintes, parce que c'est quelque chose que l'on ne connaît pas, que l'on voit passer et dans lequel on essaie de contribuer très modestement. Salanches, c'est plein d'associations, c'est une ville, et une ville a cette particularité de vivre du tourisme sur Pierre Salanches, mais de ne pas être, au dire d'un certain nombre, très dépendant de cette activité. Si on revient, si on rejoint un petit peu et qu'on regarde les données économiques, si on enlève le tourisme dans le pays du Mont Blanc, je ne suis pas sûr que Salanches continue à survivre aussi bien ou à vivre aussi bien qu'elle le fait aujourd'hui. Le sujet qui m'amène à intervenir aujourd'hui, qui apportera quelques contributions, moi ma seule interrogation, c'est la notion du partenariat. Il y a quelque chose sur lequel je suis attaché, c'est ce mot de gouvernance. Comment faire pour travailler ensemble, pour mieux travailler ensemble. Comment faire pour que chacun, avec son identité, porteur de son identité, arrive à travailler avec l'autre, en ayant bien conscience que c'est ce travail des différences, c'est la mise en somme des atouts des uns et des autres qui permettra demain d'être encore meilleur, chacun dans son secteur. Et ça ne veut pas dire pour autant contraindre l'autre à faire ce qu'il n'a pas envie de faire, même si au final c'est un petit peu ça, mais c'est comment on peut l'amener à participer. Je vois que ça réveille quelque chose en vous. Ça réveille un truc. Voilà, c'est comment ensemble on peut permettre à chacun, quel que soit son secteur, eh bien, de se sentir investi et d'apporter, parce que chacun a quelque chose à apporter là-dedans. Et puis, dans ce projet-là qui est le partenariat, c'est mon rôle à moi que je définis comme étant un animateur de territoire et non pas comme un directeur d'office.
premier temps, quelqu'un qui va permettre de produire, mettre les gens en situation de production, quelqu'un qui va amener les gens à aller en accélérant pour ceux qui freinent, pour freiner ceux qui vont trop vite, c'est ce qu'on appelle le réguler, et puis c'est de faciliter, c'est-à-dire que de donner confiance à ceux qui ne se sentent pas à l'aise, ça va être de booster ceux qui seraient prêts à sauter de la falaise sans savoir ce qu'il est là en bas. Bref, c'est d'intervenir là-dessus. Et pour moi, les objectifs sont simples au niveau de Salanches, sont l'ordre des trois. Les deux premiers induisant le troisième, c'est partager des valeurs communes, c'est ce travail permanent des valeurs, c'est de questionner le sens au quotidien. Est-ce que par rapport aux valeurs qu'on nous donne en est porteur, est-ce que ça a du sens ou pas du sens? Et puis c'est cette différence. Enfin, l'objectif, il a une finalité philosophique, c'est vers quelle société on va. Et dans ce monde du tourisme, qui est aussi producteur d'un certain nombre de contraintes, l'innovation pour moi, c'est ensemble de résoudre les problématiques d'aujourd'hui et que deviendront les contraintes de demain. Voilà. L'innovation réside dans ensemble comment peut-on résoudre cette problématique en prenant en compte les contraintes des uns et des autres pour amener plus de bonheur. Merci. Et là, je vous propose de répartir les trois interrogations en même temps. Bien que la première, pourquoi développer des relations avec les acteurs, on en a déjà pas mal parlé. Et peut-être quand même, je lance la question en regardant qui des intervenants veut répondre à la première, et puis après tout de suite des questions que vous avez vues. Ça va être plus intéressant. On a déjà pris pas mal de temps pour vous répondre. Donc, la première idée, est-ce qu'on peut dire que tous les acteurs d'un territoire ont des atouts touristiques à faire valoir? Est-ce que ça pourrait être la première raison du pourquoi développer ces relations? Est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre parmi nous ou est-ce qu'on lance le débat au plateau? Je pense qu'il faut l'ouvrir à tout. Moi, ce qui me manque aujourd'hui, c'est la définition d'un projet politique. Par les contraintes des uns et des autres, il est vrai que les choses évoluent, les communautés de communes arrivent, chacun cherche à tirer le meilleur parti de cet ensemble-là, parce que chacun a la volonté sur son territoire, bien sûr, d'amener plein de choses. Le fait est, c'est que tant que ça, c'est pas partagé, et tant que c'est pas posé, eh bien, plus on s'éloigne de ce centre du PR, moins on sent la chaleur, et plus on va subir les choses. Et le fait est, c'est que la difficulté, c'est que oui, on est entouré des gens qui ont raison, qui sont acteurs d'une certaine façon, ils deviennent tous acteurs. Est-ce que ça amène du sens? Est-ce que ça permet de faire avancer la machine? Tant qu'on n'a pas d'outil qui nous permet de dire oui, ça rentre dedans et ensemble on va y aller, ou ne serait-ce que de lui dire oui, mais pas dans ces conditions-là, et là c'est l'outil d'aide à la décision, et on peut t'accompagner sur la transformation cognitive, ça devient compliqué. Ce qui fait que les décisions se prennent par moment, sans vraiment concertation, mais alors derrière, la compréhension de la décision devient problématique, ce qui fait qu'un bon nombre d'acteurs réagissent de façon simple, plutôt, non pas par la discussion, mais plutôt par l'invective, plutôt par le conflit. Et le conflit, c'est pas juste l'échange d'idées, ça devient une invective, on dit non, mais pas même toi, démerde-toi, le Suisse, c'est des bons à rien, des choses. Bon. On peut résumer par le fait que ce qui a été dit ce matin par Pierre Boulogne, le projet de territoire. Ce serait le début de la légitimité. C'est comment on arrive à le définir. Parce qu'on bute tous là-dessus à un moment donné. À votre question, est-ce que tous les acteurs du territoire ont essayé de faire valoir? Je dirais oui et non. Quoi. Oui, d'abord oui, parce que le produit touristique, c'est déjà un produit diffus. C'est pas un produit qui est en boîte. Tu connais bien Tu sais qu'ils ont des difficultés, les personnes âgées. Je pour répondre à la question concrètement, je suis désolé, hein, j'ai crié un peu. Et oui et non. Oui, dans un premier temps, parce que le produit touristique est un produit diffus. C'est pas un produit en boîte, c'est pas un produit qui est sur une étagère, c'est pas un produit qu'on stocke. C'est un produit qui est diffus sur un territoire. Je veux dire, tout le monde, à partir du moment où on vit sur le territoire, qu'on soit un acteur du tourisme ou pas, on est directement concerné par l'activité touristique. On l'est d'autant plus quand on est hôtelier ou commerçant, mais on l'est aussi quand on travaille à la poste, quand on est policier, quand on est simplement habitant. Aujourd'hui, on voit sur certaines destinations touristiques les fameux greeters qui valorisent leur territoire, qui font visiter leur territoire
vacanciers de manière générale, et donc visiteurs. Donc, dans ce sens-là, oui, tout le monde est concerné par la valorisation, tout le monde a des atouts touristiques. Et moi, c'est vrai que je m'efforce aussi de travailler, je me suis toujours efforcé de travailler avec des partenaires qui ne se sentent pas forcément concernés au départ par le produit touristique. Notamment j'ai travaillé en France, mais j'ai travaillé aussi à l'étranger, et à l'étranger, les produits sont encore, la problématique est encore plus aiguë. J'ai travaillé en Afrique pendant plusieurs années, et c'est vrai que travailler, convaincre des agents de la Poste, des policiers qui sont concernés par l'accueil, par l'offre touristique, etc., c'est pas toujours gagné. Mais je crois que c'est essentiel. Je crois que nous, en tant que directeur d'office du tourisme, en tant que responsable de station, on se doit de faire prendre conscience à tout le territoire, à tous les acteurs du territoire qui sont concernés par la valorisation des atouts touristiques du territoire. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que je dirais après, oui et non. Non, parce qu'après, lorsqu'on rentre dans les missions, les devoirs, comme disait le collègue de Zermatt tout à l'heure, de l'office du tourisme, on a après des missions concrètes qui sont liées à la promotion, à la commercialisation. Là, on rentre dans un rapport partenarial qui est du business. On devient prestataire de services, l'office du tourisme devient prestataire de services pour les acteurs économiques locaux. Donc là, c'est sûr que l'habitant lambda du territoire n'est plus concerné par la prestation de services qu'on va assurer. Et là, on a un rapport commercial. Aujourd'hui, un office du tourisme est vendeur de sa prestation aux acteurs locaux. S'il n'est pas satisfait, l'année suivante, il ne va plus acheter le pack de partenariat qui aura coûté, ça peut être cher. Moi, je suis directeur de la station voisine de Saint-Gervais. Le pack de partenariat peut aller jusqu'à 20 000 € par an. Donc, si on veut que le prestataire achète, parce que c'est un acte d'achat, c'est une facture, donc qui renouvelle son acte d'achat l'année suivante, on est vraiment dans une relation de pur business. On s'engage, il a aussi des engagements par rapport au fait de signer ce partenariat, mais c'est nous, on s'engage à lui assurer un service, à obtenir des résultats en termes de développement de son activité. Donc, voilà. On est vraiment représentatif d'une région qui va du 20 à 4 millions d'habitants. C'est vraiment la représentativité, c'est la question essentielle dans une structure touristique. Il faut ménager les susceptibilités et comprendre quelles sont les attentes de chaque partenaire. De l'autre côté, ça peut être la cabane de montagne et en même temps l'enclaveur, qui sont complètement à l'opposé. Et par rapport à ça, je pense qu'au début d'une collaboration intercommunale, il faut laisser la parole à tout le monde. Tout simplement parce que ça leur permet de donner leur avis et ça évite les problèmes par la suite. On a très bien vu en Valais, on a voté récemment une loi sur le tourisme qui souhaitait justement imposer la collaboration entre les communes. Elle a été refusée à 75%. Pourquoi? Parce que la démarche doit être automatique, logique, elle ne doit pas être forcée. J'ai pu comprendre que là, vous n'allez pas avoir le choix dans le futur, si j'ai bien compris. Alors ça n'empêche rien, je dirais, il faut vraiment faire attention à entendre l'identité des gens. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'attentes très différentes des partenaires. Et il ne faut pas oublier la base, c'est qu'un office du tourisme n'existerait pas s'il n'y avait pas de partenaires. Donc voilà, il faut les écouter, il faut les comprendre. Et comme l'a dit M. Boulogne ce matin, et très justement, il faut lister les choses et le mettre par écrit. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est essentiel. L'oral, c'est très bien, le contact humain, on en a besoin. Par contre, lister les choses, les attentes, les objectifs, ça permet vraiment d'avoir un cadre qui est clair, net et précis pour tout le monde, et tout le monde a le droit à la parole. Et je trouve que tout ce qui se dit là est intéressant, et Jacques, on a bien dire, et si tout ça, c'était des opportunités. Je reviens avec Théa, je souris avant parce qu'il y a une sorte de logique où on se dit, oui, on va tous travailler ensemble, et dans le fond, c'est pas du tout ça. Les gens veulent absolument être copains, mais en fait, en même temps, il y en a toujours un qui va gagner. Moi, je crois que d'imaginer et de penser que tout le monde va être coopératif et va être acteur, c'est une illusion. En termes de dynamique de groupe, je pense qu'à un moment donné, il faut des leaders. Et que ces leaders vont après, grosso modo, favoriser une dynamique de dialogue. J'arrive au dialogue, c'est le bas. Je ne pense pas qu'une équipe de rugby, moi j'y connais rien, ça fonctionne comme ça parce qu'il y en a, je ne sais pas combien vous êtes sur le terrain, je suis affreux. Ouais, je ne peux pas dire 13. Ceci dit, il faut bien un coach, et à partir de là, il faut bien que les gens prennent des rôles. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est dans le facteur d'innovation, justement, on a envie de faire quelque chose qu'on ne connaît pas, mais on réfléchit toujours avec ce qu'on connaît. Donc il faut que quelqu'un crée le but. Il
faut que quelqu'un crée une brèche. Alors peut-être qu'à un moment donné, c'est un grand, avec une vision d'argent, et puis on va dire une histoire et une marque. Mais peut-être celle qui va sauver, ce sera peut-être l'associatif. Parce que dans 2-3 ans, ça évolue. Donc voilà, moi je crois au dialogue. Mais le dialogue, ça ne se fait pas comme ça. On voit bien ici, il faut quelqu'un qui gère le débat. Bon, je peux le mettre. Donc toute la dynamique de l'autre. Pour être plus précis, en fait, en français, c'est assez compliqué. Je crois que c'est la dynamique d'équipe. Moi, je voudrais juste rappeler que dans le tourisme, l'important, c'est aussi le client. Et peut-être surtout le client. Et puis là, surtout dans nos discussions, on s'aperçoit qu'on oublie souvent le client pour se concentrer sur les structures, sur le financement, le fonctionnement, etc. Et vous posez la question de savoir si les prestataires, comment les prestataires ou si tous les prestataires sont importants. Chaque prestataire est en fait un relais vis-à-vis du client, un relais d'information et naturellement un relais pour la gestion de la marque. Donc il est hyper important que tous les acteurs soient impliqués, que ce soit des acteurs mixtes ou des acteurs totalement touristiques. Et c'est vrai qu'à Megève, il y a probablement beaucoup d'acteurs complètement touristiques, mais dans des petites régions comme la nôtre ou des régions urbaines, il y a beaucoup d'acteurs mixtes. Un restaurant, il sert 80% ou 50% de ses repas aux résidents, à la population locale, et peut-être 50% au tourisme. Donc il est beaucoup moins impliqué et beaucoup moins intéressé quand on parle du tourisme. Et pour revenir sur ce que vous disiez, c'est effectivement important d'avoir un office du tourisme ou un directeur de destination qui est fédérateur, qui amène un projet ou des projets et qui arrive à rallier tout le monde parce qu'il génère de la fierté de la destination et puis de la fierté d'appartenir, de développer des projets, d'aller de l'avant. Et je crois que c'est comme ça qu'on peut intégrer les prestataires. Moi, je voudrais juste intervenir. Je suis directeur de tourisme de Saint-Ouen, qui est une station de ski une vallée voisine. Et ça fait 17 ans que j'occupe les fonctions de directeur d'office. Et je me suis souvent interrogé sur cette problématique de relations, Madame la Présidente, entre les acteurs et comment arriver à créer cette dynamique. Je suis assez proche de ce que dit Pierre. Et j'ai recommencé des études il y a peu de temps, j'ai terminé il y a peu de temps, où je me suis interrogé sur ces problématiques-là. Et j'ai découvert qu'en fait, les questions qu'on se pose aujourd'hui, des chercheurs y ont travaillé il y a plus de 40 ans, c'est-à-dire dès les années 70, sur la notion de réseau social. Bien évidemment, le réseau social, ça n'est pas Facebook, qui s'est en fait approprié une terminologie et une organisation qui est propre aux relations humaines. Et à tel point qu'on a été obligé de transformer cette terminologie de réseau social en réseau informel. Et pour illustrer mon propos, je renverrai à des organisations de territoires qui ont connu des développements très importants. Je pense évidemment à la Silicon Valley, qui est un modèle finalement pour tous, et qui est un modèle qui est aux antipodes de ce qu'on trouve en France. Il me semble-t-il aussi assez éloigné de ce qu'on trouve en Suisse, c'est-à-dire des modèles qui ne sont pas structurés par les collectivités, par l'organisation politique, mais où c'est plus finalement des dynamiques collectives de réseaux qui se lient et qui arrivent à engager ces politiques de développement. Et je crois qu'on a beaucoup de choses me semble-t-il, en tout cas moi, ça m'a éclairé beaucoup d'angles, pas tout, mais évidemment, beaucoup d'angles morts, beaucoup d'angles très sombres, de choses que je n'arrive pas à expliquer. Et pour illustrer mon propos, je parlerai de l'organisation qu'on a dans les stations et de ce qu'on connaît. C'est que finalement, comment nos stations se sont développées? Elles se sont développées parce qu'on avait des réseaux très serrés, très étroits historiquement parlant. Là, je parle évidemment du 19e ou du début du 20e siècle, suivant les situations, voire même jusque dans les années 60 et les années 70 avec les stations intégrées. Or, aujourd'hui, ces réseaux-là, ils se sont disloqués. On a encore des communautés historiques, ce qu'on appelle les grandes familles dans le langage,
Et à côté de cette grande famille, eh ben, on a vu d'autres populations arriver. La réurbanisation, ce n'est pas un phénomène propre aux stations de sport d'hiver, c'est un phénomène qu'on connaît en France et qu'on connaît aussi en Suisse, je l'ai déjà entendu dire dans de nombreux colloques. L'arrivée de nouvelles communautés, dont notamment les communautés étrangères. Bon, le meilleur exemple, ce sont les communautés britanniques, qui ont leur propre modèle de fonctionnement. Comment on fait pour les intégrer dans ces schémas de développement? Parce qu'ils n'en ont pas envie. Ça, je rejoins ce que tu disais tout à l'heure. Ces gens-là, ils sont à l'intérieur de leur propre communauté. Et en fait, il me semble-t-il, ce qui est intéressant, c'est de s'imaginer que non pas on a une seule et même communauté, mais qu'on a une série de communautés d'intérêt, de proximité affective, etc. Et que ce qui est important, c'est pas qu'elles-mêmes se développent, mais que ce qu'on appelle des liens faibles se mettent en place entre ces différentes communautés. Et je reprends ces exemples typiquement touristiques, d'acteurs d'origine étrangère qui arrivent et qui ont des modèles de fonctionnement qui sont complètement différents, dans lesquels l'office de tourisme, c'est quelque chose qui n'existe pas. Et je crois que si on reste dans une vision de fédération de l'ensemble des acteurs au sein d'une seule et même communauté, c'est une vision qui est efficace. Dans les différents exemples qui ont été pris, par exemple, pour Sierre, je localise, j'ai vu, mais j'entends la capitale suisse du vin. Donc je traduis finalement, c'est principalement du tourisme d'affaires. Et donc les intérêts, votre mission directeur, qu'est-ce qu'elle va être? Ça va être susciter de l'événement? Madame, vous disiez aussi, moi je suis dans une station, je développe en fait le regroupement de différents intervenants, de différents offices de tourisme, localités. Est-ce que c'est du tourisme d'affaires? J'ai entendu tourisme d'affaires et j'ai entendu aussi tourisme touristique. Est-ce qu'il y en a qui prennent le pas sur les autres? Est-ce que le chiffre d'affaires, est-ce que le modèle économique, qui est-ce qui dirige, qui structure le modèle économique? Monsieur, vous parliez de Salanches. Quel est le modèle économique? Vous avez parlé donc de l'associatif, mais qu'est-ce qui se dégage là-dedans? Quels sont les leviers ou les structures principales qui alimentent finalement vos missions? Voilà. J'ai des questions de compréhension pour bien comprendre finalement comment, en quelque sorte, la mayonnaise peut prendre ou avoir du mal à prendre. Et certains sont plus forts que d'autres. Dans notre région, c'est clairement le vin, mais on a également un parc naturel régional d'importance nationale qui est juste à côté. Mais il est en point numéro 2. Tout de même, c'est un choix stratégique de la région qui a été fait, où on dit, clairement, c'est le sujet qui nous paraît le plus fédérateur et qui concerne le plus de monde et intéresser le plus de monde dans notre région, c'est clairement le vin. Mais cette vision-là, elle a le mérite d'exister, mais elle doit être soutenue ensuite par une politique touristique claire et nette, avalisée par nos élus. C'est bien pour ça que je dis que c'est un positionnement pour l'instant qui a été proposé et qui doit être soumis à discussion. Parce que finalement, sans le soutien politique de nos élus, ce projet est voué à l'échec, clairement. Et là, moi, pour rebondir par rapport à ça, je pense qu'on a un problème, en tout cas au niveau valaisan, après Lucie, je ne sais pas, de stabilité dans le tourisme. Dans les offices touristiques, il y a beaucoup trop de changements de personnel. Et pour nous, c'est un gros problème parce que, en fait, pour aller aborder un partenaire X, Y, on manque de crédibilité finalement. Si ça fait uniquement 2, 3 ou 4 ans qu'on est là, finalement, voilà, c'est un petit peu compliqué. Donc ça, c'est nous ce qu'on vit en tout cas dans le Valais, un petit peu moins maintenant, mais c'est une tendance qui pour nous est difficile à gérer, parce que finalement, aussi au niveau des élus, chez vous c'est chaque 6 ans apparemment qu'il y a un changement au niveau du maire, chez nous c'est chaque 4 ans. Donc on peut avoir en l'espace de 4 ans des changements mais incroyables en termes de personnes. Et ces leaders, comme vous disiez très justement, peuvent changer. Et ça c'est à mon avis très négatif pour une région et pour un territoire, parce que finalement, 2 personnes différentes peuvent avoir des visions complètement différentes. Et tout d'un coup, la stratégie peut voler en éclats en 2 séances. Donc c'est ça le danger pour moi principal d'un territoire. Surtout si on n'a pas un projet qui est défini sur du long terme. Hein. Et c'est très intéressant, vous voulez rajouter quelque chose d'autre? Oui, alors pour moi, il me semble qu'en étant responsable de tourisme, on est responsable d'un secteur économique. Et puis, il faut voir ce que ce secteur économique peut apporter à la région, et puis la création d'emplois. Et si ça, ce sont nos objectifs de stratégie,
à ce moment-là, il faut mettre en place ce qu'il faut pour pouvoir faire avancer cette stratégie, atteindre ces objectifs de progression. Et ça demande des investissements infrastructurels, ça demande de la communication, de l'animation, etc. C'est comme une gestion d'entreprise. Et donc, la mise en place, effectivement, je vous rejoins, d'une stratégie et qui va fédérer les acteurs. Après, oui, voilà, mais après, c'est effectivement deux visions très différentes. C'est-à-dire qu'à un moment, un petit groupe, 6 personnes, des représentants, des professionnels et un seul élu, qui est à peu près la majorité de ce qui se passe en Suisse, alors que nous, c'est majorité élue, avec des professionnels autour de la table, et donc beaucoup plus nombreux. C'est-à-dire que les discussions sont beaucoup plus longues, on voit plusieurs réunions. Alors après, est-ce que, pour en avoir beaucoup discuté avec nos collègues suisses, on s'aperçoit que tout ce qui est structure sur du long terme, il est indispensable, et c'est confirmé aujourd'hui, il est indispensable d'avoir des élus autour de la table, pas uniquement sur la partie financement, mais aussi dès le début de la réflexion sur le besoin de la structure qui doit être développée. Donc on voit que c'est deux modèles différents qui fonctionnent, puisqu'on voit dans les chiffres, des chiffres qui sont souvent pas similaires sur les produits comparables. Moi, je me compare beaucoup à Zermatt sur nos résultats. On n'a pas été meilleurs que d'autres, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir la structure, comment elles sont mises en place et les difficultés qu'on peut retrouver, avec des difficultés aussi communes. Même si on a des structures et d'organisations différentes dans nos contraintes au quotidien, eh bien, on va se retrouver sur les mêmes difficultés, sur le même point. D'accord. Mais peut-être ça apporte un peu une réponse à notre interrogation tout à l'heure en disant qu'on peut partir de petits projets et puis amener un consensus sur les petits projets. Ça serait une solution, pas vouloir tout faire en même temps et avec des immenses projets qu'on maîtrise plus. Enfin, je ne sais pas, quand je vous ai compris, oui. Oui. Pour répondre, ma question moi, au quotidien, que je dois répondre tous les jours, c'est quelle est ma capacité d'intégration de la différence des personnes dans le projet qui était là avant moi et qui sera après moi. Moi, je suis juste à un moment. L'économie touristique, elle s'est faite et elle se fera. Par contre, moi, j'ai la capacité d'influencer un certain nombre de choses, mais avec mon point de vue, avec les informations que je vais passer à l'instant T, qui pourront évoluer parce que 2 heures après, j'avais de l'information qui a un effet évolué. Par contre, sur un territoire qui est riche de gens qui rentrent, qui sortent, qui transmettent l'hôtel à la famille, qui vendent son truc, qui est celui qui va développer plus ça ou plus machin, et puis, mais c'est comment le territoire a cette capacité. Les territoires qui sont puissants sont des territoires qui ont cette capacité au quotidien d'avoir une lisibilité de d'où on est parti et où on va, ce qui peut être la force d'une équipe de rugby. Une équipe de rugby, la problématique d'une équipe de rugby qui joue aujourd'hui en top 14 un challenge européen, c'est moi, sur mon territoire, et là je vais parler de chez moi, je vais parler de l'ASN. C'est pas très loin, Clermont, c'est Michelin, Clermont, c'est les Moquins, c'est un certain nombre de choses. Mais comment je vais intégrer 15 nationalités, parce que vont jouer un Néo-Zélandais, un Africain du Sud, 2 Tongiens, qui ne vivent pas du tout de la même façon. Voilà. Comment, en peu de temps, sur l'histoire du rugby qui était avant moi, qui sera après moi, je vais devenir, moi, une équipe performance et qui sera capable d'être champion de France, champion d'Europe. Comment? En portant le même maillot, en n'étant pas payé de la même façon, en n'étant pas considéré de la même façon, je vais à tout moment aller chercher le ballon alors qu'il y a 3 pros qui sont en face de moi et je vais y aller parce que le mec derrière, c'est lui qui va m'appeler, qui va me permettre de gagner. C'est comment au quotidien j'arrive et j'ai cette capacité d'intégration du Lillois qui a vendu son hôtel et qui est, lui, d'une culture du Nord qui va arriver chez moi, ou du Marseillais, lui qui va arriver en me disant, moi je vais vous côté et je vais tout y faire. Comment, dans notre culture au Savoyard, comment dans notre culture, on a cette capacité à intégrer ce melting pot de cultures, d'autres, qui seront pour certaines forces, pour d'autres ça sera peut-être une contrainte, mais quoi qu'il en soit, l'objectif c'est de garder cet élan permanent et à aucun moment que le projet va s'arrêter. Ça demande un certain nombre de réflexions,
Et ça, moi, quand je me lève le matin, c'est mon seul souci. Comment, moi, avec les gens qui sont autour de la table, eh bien, ce soir, on sera moins con. Comment, tous les jours, eh bien, je me couche plus riche que le matin. Et c'est l'objectif que j'appelle, moi, de la performance. La performance d'un territoire, c'est excellence plus travail. L'excellence, c'est la qualité. C'est comment je vais m'enrichir de mes modèles. Parce que moi, quand je passe ISO 14001, et j'ai les boules. Je suis en là, je me dis, mon Dieu, j'en prends une. Demain, il va chercher. Et comment on va s'enrichir de ça? Je fais le siège de Marité, je fais le siège des nanas en disant, mais apprends-moi à devenir meilleur. Comment tu fais? Eh bien, moi, j'enrichis ça, je le transforme avec le nom. Et là, le territoire devient performant. Alors oui, ça rejoint la notion de leadership. Un capitaine, c'est quoi? Un capitaine, c'est le plus grand, c'est le meilleur, c'est le plus ancien, je ne sais pas ce que c'est. Tout ce que c'est que c'est un leader. C'est un leader. Et ce n'est pas forcément celui qui marque le plus. Wilkinson n'a jamais été capitaine de son équipe. Wilkinson, il n'a jamais été capitaine de l'équipe d'Angleterre. Il n'a jamais été capitaine de la SL. Il n'a jamais été capitaine de... Par contre, c'est l'exemple aujourd'hui dans le monde. Donc, pour répondre à ça, c'est juste ça. Qu'est-ce qui vous amènerait à réfléchir sur, même si je suis le plus gros le plus petit, on a quelque chose à faire ensemble justement pour s'enrichir? Parce que à la question pourquoi, c'est très simple, pourquoi? On fait l'hypothèse qu'on va parce que le client il est plus le même. Le risque, c'est qu'effectivement on va être connecté avec eux, et eux ils sont très connectés entre eux. Ce que je perçois dans ce qu'on se dit, c'est que dans les idées, il y a le débat, je reste bien au débat, on est d'accord, mais dans le dialogue, pas forcément, parce que ça veut dire qu'on va modifier quelque chose. D'accord. Vous parlez du capital du vin de la Suisse. Moi, je pense à. Voilà, moi j'habite Puy, hein, je suis à travailler à Boissière. Qu'est-ce qu'ils diraient s'ils vous entendaient, quoi? Alors qu'ils sont persuadés qu'ils font le meilleur vin. Et Genève et Patati et ici. Enfin, je veux dire. Donc, comment accepter à vendre cet ethnocentrisme qui est important, puis en même temps à le partager, je crois, à rien d'autre que le réseau. Mais le réseau, il faut l'animer. Je crois que j'ai pas de solution. Enfin, nous, notre vision, c'est qu'on doit co-créer. On aimerait tellement arriver et dire voilà, c'est comme ça que ça se passe, puis c'est ça le produit. C'est pas possible. Oui, par contre, le thématisé fonctionne. C'est-à-dire qu'à un moment, je m'inscris au projet parce que j'y trouve à différentes, pas à tous les projets, mais à celui-ci. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de labellisation. C'est un des moyens que nous on a trouvé, c'est d'avoir de la légitimité sur la prise de parole en tant que tourisme, et puis derrière de fédérer sur les thématiques qui les intéressent. Quand on fait des réunions sur la famille, quand on fait des réunions sur l'environnement, chacun va venir, ceux qui viennent vont venir apporter, ils vont venir récupérer aussi au travers du groupe. Et ça fonctionne plutôt bien. Mais ça, par rapport à ce que vous alliez, est-ce qu'avec des élus, ça peut être, que je vous entends, c'est des élus qui finalement... Les élus sont très présents, oui. D'accord. Oui. Comment peut-être les prendre avec, quoi, influencer sur les élus, parce qu'ils ont besoin de vous aussi. Oui, c'est justement, ils ne sont pas au-dessus, ils sont à côté de nous. Et c'est là où ça fait vraiment la différence. Parce qu'après, je pense qu'il faut voir aussi les fonctionnements. C'est un autre domaine, c'est pas mon domaine de compétence, mais quand on parle d'élus, pour en avoir discuté un petit peu, je pense que les élus de stations touristiques suisses sont beaucoup moins sur les thématiques touristiques que nos élus français. Nous, les élus français sont très impliqués, connaissent toutes les difficultés, ils sont au quotidien par rapport à la remarque d'Alain Boulogne. Je ne pense pas qu'ils soient dans le ni trop ni dans le pas assez, je trouve qu'ils ont plutôt trouvé à leur part. Et nous, la surprise, je pense que Didier, tu dois le partager aussi, c'est de voir des territoires où l'élu n'est pas présent, n'influence pas le côté touristique. Pour nous, c'est une vraie interrogation dans le quotidien. Puisque pour le fonctionnement, pour la prise de décision, on en a besoin. C'est-à-dire qu'à un moment, le touristique a besoin du politique. Donc les séparer semble compliqué. Ça va faire qu'après, dans la réalisation pour les accompagner, c'est difficile. Ce matin, il y a une mission ou les devoirs qui ont été évoqués pour le tourisme. C'est bien de voir. J'ai de voir. Mission, mais... Ce qui est relativement peu ressorti, c'est aussi la mission de conseil qu'a l'Office du tourisme, aussi bien auprès des professionnels privés, de tous les acteurs du tourisme, que des élus. Je crois que nous, on a une mission importante de conseiller les élus sur la politique tourisme
à élaborer au niveau du territoire. On est sollicité par les acteurs, par les professionnels qui sont hôteliers, sociétés de remontée mécanique, écoles de ski, pour créer des produits, pour les conseiller sur tel ou tel marché. Et ça, c'est une mission vraiment importante. Et c'est une mission dont découle quelque part après la fédération de l'ensemble des partenaires, enfin des partenaires, pas forcément de l'ensemble. Et je pense justement alors du côté français, hein, quand on parle de gouvernance locale, on dit souvent que l'intérêt général n'a jamais été la somme des intérêts particuliers. Et je pense que c'est très vrai. Je crois qu'il faut toujours avoir ça à l'esprit. Il ne faut pas essayer de faire plaisir à tout le monde. Et je pense que de toute façon, chez nous, les offices du tourisme sont financés en grande partie par la collectivité. Moi, j'ai un budget d'à peu près 1 700 000 €. Sur ce 1 700 000 €, il y a 1 million d'euros qui provient directement de la commune. J'ai 200 000 € qui viennent des taxes de séjour, mais c'est aussi une rentrée qui transite par la commune. Et le reste, ce sont les contrats de partenariat que j'ai avec les professionnels, ce sont les sponsors et d'autres activités commerciales. Mais ça représente comme 1 million d'euros. Et je pense qu'il est quand même légitime. J'étais pendant très longtemps directeur d'un office du tourisme associatif. Et aujourd'hui, c'est plus un office du tourisme associatif, c'est ce qu'on appelle un SPA. On va dire, on a les grosses caractéristiques communes avec les EPIC. Mais je trouve que le caractère associatif en termes de gouvernance de station et d'office du tourisme, quelque part, ça peut être très hypocrite. Dans la mesure où on va laisser croire aux membres de l'association qu'ils ont le pouvoir en tant qu'assemblée générale, alors qu'au final, c'est toujours le payeur qui décide. C'est quelque chose qui est normal. Et je pense moi, je considère qu'on a 3 types de publics, 3 types de partenaires. On a les clients, c'est vrai qu'on évoque peu les clients, mais ce sont nos partenaires, ce sont les gens pour lesquels on travaille avant tout, hein, les équipes de etc. Je dirais avec les clients, les touristes, on peut mettre aussi la population locale qui attend à peu près le même service aussi de l'office du tourisme, à quelque chose de près. Après, on a la collectivité. Et puis on a les professionnels locaux du tourisme. Je pense qu'il est du ressort de la collectivité de définir la politique touriste du territoire. En tout cas en France, c'est la loi. Hein, comme le rappelait Alain Boulogne ce matin, c'est le maire qui est le patron du tourisme au niveau local. Après, il appartient à l'office du tourisme de définir les plans d'action, les stratégies pour mettre en place cette politique du tourisme, et après d'y faire adhérer le maximum de partenaires locaux. Mais je ne pense pas que, vous parliez de consensus, je ne pense pas qu'il faut pas tomber dans, il faut faire la différence entre consensus et unanimité. Il ne faut pas chercher à faire plaisir à tout le monde. On a un contrat. Nous aujourd'hui, chez Cogef c'est pareil, chez d'autres stations à Saint-Moin également, il y a des contrats de partenariat qui nous lient. Après, à nous d'être suffisamment performants pour satisfaire à la fois les clients, les touristes, à la fois la collectivité et les élus, et à la fois nos professionnels en atteignant les résultats pour lesquels ils nous ont payés, pour parler crûment. Merci beaucoup. Finalement, quelle est la durée de mandat d'un directeur d'office de tourisme? J'emploie volontairement. Ah non, mais vous avez raison, c'est une bonne question. Hein. Est-ce que c'est lié finalement, dans le cas où c'est une opération commerciale, à ses performances commerciales, économiques? Ou est-ce que c'est la bonne liaison avec les élus? Et vous disiez tout à l'heure, il y a un manque de stabilité. Parce que finalement en Suisse, l'élu il peut être révoqué ou ne pas être élu au bout de 4 ans. En France, c'est 6. Il peut ne pas être élu, mais il peut être élu aussi. Et on peut avoir des maires qui fassent plusieurs mandats. Et est-ce que le programme du maire, est-ce que le programme du directeur d'office de tourisme est nécessairement en harmonie, ou comment peut-il se positionner, comment doit-il se positionner par rapport au projet du maire? Ça, c'est une question essentielle. Mais de toute façon, c'est clair qu'on doit être en accord avec nos élus, c'est évident. Et c'est vrai que, pour schématiser, on voit souvent qu'après, quand il y a un changement de maire, quand le maire sortant s'ébatte, il est courant que le directeur d'office de tourisme soit éjecté en même temps que le maire précédent. C'est très courant. Les élections municipales en France l'année prochaine, et ben
c'est le mercato qui va recommencer. Hein. Le mercato des directeurs d'office, ça y est, c'est reparti. Même s'il a d'excellents résultats commerciaux. Même s'il a d'excellents résultats commerciaux. Il suffit qu'il soit très marqué avec... Moi, ça fait 25 ans que je suis directeur d'office du tourisme. Et quels que soient vos résultats, vous pouvez avoir des très mauvais directeurs d'office du tourisme qui vont entendre très bien avec le maire et qui vont faire 12 ans dans leur office du tourisme. Et vous avez des très bons qui vont se faire jeter parce que le maire a fait rien. C'est vrai que l'association de développement économique est constituée de toutes les communes du district et puis elle est gérée par un bureau. Et dans ce bureau, il y a au moins 5 maires, syndics des principales communes. Donc il y a déjà une information, une intégration là qui se fait et puis une légitimité du tourisme à siéger dans cette organisation. Nous, au niveau du tourisme, on a une commission alors qui est intégrée dans cette association, une commission du tourisme qui réunit 15 personnes, mais sur les 15 personnes, 7 maires ou 7 municipaux des 7 principales communes plus ou moins touristiques. Et les réunions font qu'on arrive à passer des messages, à passer des informations qui sont supposées être remontées au sein des municipalités. Mais c'est vrai que les changements au sein de ces municipaux, et là on ne parle pas de 5 ans, il peut y avoir des changements municipaux en cours de législature, font que personnellement je dois m'investir, je m'investis très personnellement à aller dans ces communes, chaque fois qu'il y a un nouveau municipal ou un nouveau membre de cette commission tourisme, j'explique le fonctionnement. Ça me demande effectivement un grand travail d'implication, mais je pense que ça fait partie de la légitimité, de la crédibilité, de l'information qu'on doit en tout cas mettre en place pour que la structure tienne. Maintenant, par rapport aux offices du tourisme, je ne sais pas comment c'est dans les autres offices, mais il me semble que la légitimité, la crédibilité d'un office du tourisme, elle est différente aujourd'hui qu'elle n'était il y a 10 ans. Parce que, il y a 10 ans ou il y a plus, c'est clair que les réservations hôtelières apportaient une légitimité, elles passaient par l'office du tourisme, les gens arrivaient peut-être quelque part, n'avaient pas de réservation, ils téléphonaient à l'office du tourisme. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Avec les moyens mobiles, c'est vrai que les réservations se font, on voit bien les réservations diminuer des systèmes de réservation et des offices du tourisme. Par contre, les visites sur les sites internet augmentent. Alors la légitimité du fonctionnement de l'office du tourisme doit être cherchée ailleurs. Et c'est là le problème, c'est là la problématique, et c'est là où on doit être effectivement innovant et chercher d'autres moyens qui sont peut-être la formation, diffuser des formations, diffuser être fédérateur sur des éléments, etc. Mais la légitimité doit quand même du pouvoir politique. Après, l'office du tourisme, ce que je comprends, c'est qu'il doit se mettre montrer aux politiques, parce qu'il y a quand même des professionnels dans le domaine touristique, donc on doit amener les politiques à la compréhension de la manière dont on fonctionne. Est-ce qu'il y aurait moyen de travailler sur des structures stables qu'on peut mettre en place à votre niveau avec des partenaires, mais aussi peut-être le type du tourisme un peu bien. Là, on rentre en politique. Mais je crois que Zermatt Tourisme l'a bien expliqué ce matin. C'est les structures, les partenaires touristiques principaux qui sont définis, c'est-à-dire les montées mécaniques, la bourgeoisie, etc. Et ça reste fixe, forcément. Après, il y a forcément des changements de personnes, mais la vision des remontées mécaniques ne doit pas changer chaque 2 ans. C'est la structure qui en fait que. Est-ce que ce n'est pas le rôle des offices du tourisme qui change? C'est-à-dire que finalement, votre rôle, il n'est plus d'être en lien direct avec les touristes parce qu'ils savent, ils ont accès, mais qu'il est peut-être de créer des synergies et de développer les territoires, enfin tout ce que vous discutiez avant. Je ne suis pas forcément d'accord parce qu'on voit aussi que les offices ont une forte crédibilité auprès du client. Dans la masse d'informations, ils ont quand même besoin, vous l'avez dit très justement, les sites augmentent. Donc c'est bien qu'il y a cette notion de crédibilité qui est encore très très forte. Mais que votre rôle change? Ok, mais est-ce que votre rôle change ou c'est le même qu'avant? Ah non, il change évidemment. Mais je pense envie de dire, il a toujours changé. Hein. C'est propre aux offices du tourisme. On n'a jamais eu des offices qui sont restés sur des modèles. Ils ont systématiquement dû s'adapter puisqu'on travaille avec la base de l'humain qui a lui-même évolué. C'est la base. En tout cas, moi j'ai une grande question qui est
vois ce que vous dites, c'est-à-dire de savoir effectivement quel est notre rôle. Est-ce que notre rôle, c'est une fonction, si on devait reprendre un modèle d'organisation de grande entreprise, est-ce qu'on doit s'envisager comme étant la direction marketing et commerciale de la destination, ou est-ce qu'on a une autre fonction en termes de stratégie? Et je crois que chercher à mélanger les deux, ça nous pose beaucoup de problèmes, parce que quand on dit on va animer les réseaux, on va mettre en relation, etc., et puis que, comme expliqué mon collègue tout à l'heure, on se retrouve avec un partenariat où on va faire travailler plutôt tel type d'hébergeur que tel type d'hébergeur parce que c'est légitime, parce que ils sont aucun au sein du conseil d'administration, parce que toutes les raisons, on devient jugé parti. Moi, je suis très, enfin, je me pose beaucoup de questions sur cette notion-là, et je ne suis pas convaincu, je vous dis franchement, que les offices de tourisme soient des acteurs de l'animation du territoire et de l'animation des acteurs du territoire. On a un rôle, on travaille avec des acteurs du territoire. Je ne suis pas sûr qu'on soit des animateurs, parce que le rôle d'un animateur, quand on est ici, c'est quoi? Votre rôle, c'est quoi? C'est d'être neutre, c'est de ne pas être dépendant des gens qui sont autour de nous. Quand on est directeur d'office de tourisme, on est totalement, soit ils sont adhérents, soit on a un contrat de partenariat, soit on a une autre solution en place. La dernière chose que je voulais évoquer, c'est toutes les notions d'interstice, d'informel, de non maîtrisé. Il ne faut pas en avoir peur. Tout à l'heure, vous avez parlé des clients. Je suis assez d'accord avec vous, ils sont très importants. Pourquoi? Parce que ce n'est pas nos ancêtres qui ont décidé de devenir des destinations touristiques. C'est les clients. C'est les clients qui ont dit on a envie de venir pratiquer telle activité ici. On a envie de venir passer des vacances ici. Ce n'est pas nous qui l'avons décidé. Ce n'est pas quelque chose qui a été planifié et organisé. Donc il y a quelque part aussi une acceptation de notre part sur ce qui est de l'ordre du non maîtrisable. Je suis agent immobilier. Quand je vous écoute, là, j'entends pas très bien, donc il y a peut-être des morceaux que je n'ai pas compris, mais ce que j'entends, c'est qu'il y a beaucoup de blabla. Mais est-ce qu'on ne s'est jamais posé la question, du point de vue du prestataire, à quoi sert l'office du tourisme? À quoi sert le directeur de l'office du tourisme? À Verbier, on vient de changer de directeur, on avait un Français, on a une année et demie, puis il y a eu un phénomène de rejet contre cet étranger. C'était un mauvais casting, et on vient de changer. Le nouveau, il sort de l'école du tourisme, c'est un jeune, et puis on a dû lui dire, voilà ce qu'on veut. Non, c'est ça qu'on veut, c'est pas toi qui décide, c'est pas ton pays de change, c'est nous qui décidons, nous les prestataires. Toi, tu es payé, je ne sais pas combien, mais 8 000 € par mois. Mais moi, je dois trouver 8 000 € tous les matins de l'année pour payer mes employés. Je n'ai pas la même réflexion que toi. Donc, il faut que tu t'adaptes à nous et non pas le contraire. J'avais parlé de réseau tout à l'heure. Ce n'est pas au directeur de l'office du tourisme à faire des réseaux. C'est moi qui dois avoir les réseaux, c'est moi qui dois en bénéficier. Donc, c'est le prestataire, c'est l'hôtelier, etc. Ça, c'est du durable. Le directeur de l'office du tourisme, ce n'est pas du produit durable. Le contrôle de la station, l'animation de la station, ce n'est pas le rôle de l'office du tourisme, c'est un facilitateur. On a parlé de responsabilité tout à l'heure. C'est pas un responsable, c'est moi le responsable de la station. Moi, prestataire, moi, acteur de la station. C'est pas le directeur de prendre des responsabilités. On organise, je sais pas, un festival à l'académie, mais qu'est-ce qu'il en connaît à la musique? Il y a des spécialistes en musique. C'est à lui, à eux de s'occuper. Voilà, je voulais juste... L'idée qu'on voit en fait au point de départ, c'est que en fait, la légitimité... Mais je vous entends mal. La légitimité, justement, du responsable de l'office du tourisme, elle doit venir de quelque part. Et là, vous parlez des prestataires, ou est-ce que c'est les politiques? Mais à quelque part, il faut la définir. Mais je trouve que ça va avec ce que vous disiez avant dans votre présentation. Vous avez cité présent dans différents comités. Et c'est exactement ça. En fait, on doit être omniprésent. Donc, dans tous les comités, partout, il y a une interface, une possibilité de défendre une vision, de discuter avec les partenaires et autres. On doit être présent. Et je pense que ça, c'est notre travail, d'écouter chaque partenaire et de répondre à leurs attentes. Donc, c'est peut-être ça qui est difficile aussi pour nous, c'est qu'on ne peut pas être partout en même temps et c'est ça qui est parfois compliqué. Mais l'omniprésence, ça me paraît essentiel. Moi, je vais vous poser une question, alors, parce que c'est clair que votre intervention est interpellante. Quelles sont vos attentes d'un directeur d'office du tourisme? Rien. Alors, pourquoi il est là?
Non, on en a besoin. Enfin, encore faut se poser la question. Donc on en a besoin. Il faut un gars qui ait les relations, certaines relations avec la presse notamment. Là, ça c'est son rôle. Hein. Avec les médias. Il a aussi le rôle d'écouter puis de ramener certains problèmes au centre et puis d'essayer de les résoudre. Moi, je ne suis pas contre tout ce qui a été dit là. Je dis seulement, on n'a peut-être pas été là où il faut aller dans la réflexion. Alors, ma question, Moi, la première fois que je suis allé en France, pour faire c'est une anecdote, mais c'est très parlant. La première fois que je suis allé en France, un vieil hôtelier de Verbier m'a dit, écoute, viens avec moi. Moi, j'avais à peine 20 ans, j'étais à peine sec derrière les oreilles. Et puis il me dit, viens avec moi, on va faire de la promotion en France. On est allé à Lyon. Il y avait le directeur d'office du tourisme, il y avait 2-3 pontes de la station, quelques politiques. Et puis très peu de praticiens, des gens de la base. J'en étais. Il m'a dit, écoute, va pas avec eux. Viens avec moi. Lui, il allait dans les bureaux, à l'époque il n'y avait pas d'internet, hein, donc il allait dans les bureaux, il dit, regarde ce que j'ai dans le sac, j'ai des tas de chocolat. Moi ce que je vais voir, c'est la petite secrétaire qui répond au téléphone. C'est elle qui va nous envoyer des clients. C'est pas le directeur. Laisse-les aller vous faire ensemble. C'est tout à fait ça. Le directeur, il a un autre rôle, mais c'est nous les gens qui devons être actifs. Nous les gens du terrain. J'ai une autre question. Quel est le rôle d'un office du tourisme d'après vous? Parce que vous avez dit le rôle d'un directeur, mais le rôle d'un office que vous subventionnez. On s'est posé la question, effectivement. D'ailleurs, pour le nouveau directeur, on a dû lui dire. Lui, il a un rôle d'animateur, un rôle de facilitateur, et puis il a le troisième rôle, je ne sais plus maintenant. Enfin, puis s'occuper de toute la finance, évidemment, l'organisation des taxes séjour et tout ça. Taxes séjour que l'on veut d'ailleurs supprimer. J'apprécie votre franchise, parce que ça fait du bien de l'entendre. Et puis, ce qui est chouette, c'est qu'enfin, les acteurs de terrain osent prendre en main leur destin. Parce qu'il est toujours plus facile de dire à l'autre, tu fais pas bien le boulot, mais il n'y a jamais de solution qui est proposée. C'est un transfert de responsabilité. Voilà, et ça c'est toujours facile dans une équipe. Hein. Dans une équipe, de dire, hey, moi j'ai fait le boulot, ouais. Si on regarde la vidéo, c'est un petit peu moins autour du ballon. Et ça c'est intéressant. Est-ce que vous acceptez tout autant, une fois que vous avez défini le cadre, que le directeur revienne vers vous en vous disant, le cadre a été fixé, mais ensemble, je vois apparaître un certain nombre de manques, parce que tout le monde est bon sur son secteur, mais de façon collective, ça peut être un petit peu problématique. Et est-ce que vous acceptez aussi en retour, et je parle fort pour qu'on m'entende bien, et qu'en retour, chacun accepte, et notamment vous, de travailler sur ce que vous n'avez pas vu, ce que vous ne voulez pas voir, et aussi sur ce renvoi de la responsabilité en disant, moi, je suis au service d'eux, mais pour être plus fort, j'ai besoin que vous soyez aussi en capacité de. Est-ce que cette réflexion a été prise en compte? Super. C'est mes messages. On a déterminé un projet. Génial. Et c'est un sujet que je voulais développer, parce que j'interviens cet après-midi. Je voulais développer ça, je ne pouvais pas le développer là, mais effectivement. Bon, on ne va pas venir, nous les directeurs. Ok. Je pense qu'on va conclure. Donc, on devra choisir comme rôle soit le lui-même, soit le leader, soit le metteur en scène de quelque part. Et puis, en tout cas, travailler un peu en commun. Je vous remercie beaucoup. Je vous fais la question.